Bonjour, bonjour à tous, bonjour Laurent Marcangeli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Député de Corse du Sud, président du groupe Horizon et apparenté à l'Assemblée nationale. Beaucoup de sujets à évoquer évidemment, à commencer par le dossier de la réforme des retraites avec ses multiples entrées. Juste un mot pour vous dire qu'on va donc commencer par la réforme des retraites et tous ces aspects, donc que les premières questions, si possible, portent plutôt sur ce sujet, puis ensuite, évidemment, on élargira. Et je crois que vous devez partir du côté de 12h45, 12h50, donc voilà, n'hésitez pas, ne tardez pas trop à poser les questions, si possible. Encore un mot pour vous rappeler que notre rencontre est retransmise en direct sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale et qu'elle fait l'objet d'un live tweet assuré par Stanislas Guérini. Je recommence, par Stanislas Noyer aujourd'hui. C'est pas la première fois, voilà, ça fait sourire. Et pour la première question, je passe la parole à Chantal Didier. Oui, bonjour Monsieur le Président. Matignon a invité l'intersyndicale à dialoguer ou à échanger en début de semaine prochaine. Laurent Berger dit, lui, qu'évidemment, il va parler des retraites. Matignon a l'air de ne pas vouloir en parler. Est-ce qu'on est dans le dialogue de sourds? Non, on n'est pas dans le dialogue de sourds, puisque, justement, le micro C'est mieux, excusez-moi. Le dialogue de sourds, ce serait que M. Berger ne vienne pas. Aujourd'hui, vous avez une initiative qui a été prise par la chef du gouvernement, à laquelle le principal syndicat du pays, le principal responsable de l'intersyndicale, répond positivement. Ensuite, il est naturel que M. Berger souhaite évoquer le sujet des retraites. Et d'ailleurs, il serait pour le moins assez surprenant que ça ne soit pas évoqué. Donc moi, j'attends de voir comment cette rencontre va s'organiser. Je fais confiance à la Première ministre pour évoquer les sujets. C'est le respect de la feuille de route que le président de la République a demandé d'observer à la Première ministre, qu'il a annoncé. Elle souhaite concerter, pas seulement les forces politiques, mais également les forces syndicales. Oui, mais Laurent Berger met disons le retrait des 64 ans, de l'âge des 64 ans en préalable. Le gouvernement et l'Élysée ne veulent absolument pas en entendre parler. Donc, comment on sort de cette crise? D'abord, je vois une méthode. La méthode, c'est dialoguer, reprendre le dialogue, discuter. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Nous avons aujourd'hui le sujet brûlant de l'actualité qu'est la réforme des retraites. Mais j'ai eu aussi l'occasion de le dire dans le passé, il y a d'autres sujets à aborder. Il y a d'autres textes à venir, il y a d'autres réformes à venir, et il y a peut-être, je le pense, des points de convergence à trouver. Cette première rencontre ne sera pas, à mon avis, décisive, pas conclusive ou décisive. Mais c'est déjà quand même un événement en soi, parce que je vous rappelle que nous sommes dans un moment où il y a un conflit assez important et que, jusqu'à preuve du contraire, il était difficile de pouvoir se rencontrer et échanger. Donc moi, je suis plutôt satisfait du fait que M. Berger se rende à Matignon dans les jours qui viennent. Vous dites difficile de se rencontrer et de dialoguer. L'intersyndicale avait demandé à rencontrer l'Élysée ou la Première ministre, et il y avait eu là une fin de non-recevoir. C'est-à-dire que le refus de la rencontre ne venait pas d'eux. Il y a eu tout de même, on ne peut pas dire que le gouvernement n'ait pas voulu concerter. Je vous rappelle tout de même qu'on avait prévu initialement l'annonce de la réforme avant les vacances de Noël. Qu'à la demande de la Première ministre, ce délai a été rallongé au mois de janvier pour continuer dans les discussions. Olivier Dussopt et la Première ministre ont de manière assez régulière reçu l'ensemble des forces syndicales et l'ensemble des groupes présents à l'Assemblée nationale des représentations politiques du pays. Donc faire le procès en manque de concertation ou en refus de concertation, c'est pas totalement honnête. Ensuite, il y a eu un conflit et le président de la République nous a dit, il nous a fait savoir qu'il était difficile, alors que la réforme était encore examinée à l'Assemblée nationale. Il y avait beaucoup de pression, je vous le rappelle quand même, que les choses n'étaient pas encore tranchées, qu'il était difficile d'envisager de recevoir les responsables syndicaux dans cette configuration-là. Maintenant, vous le savez, nous le savons, la réforme est entre les mains du Conseil constitutionnel. Une nouvelle phase a été décidée par le chef de l'État. Il a décidé de confier à Elisabeth Borne le soin de concerter largement. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle,
puisque j'appelle de mes voeux la reprise du dialogue social, que le principal responsable des syndicats de notre pays soit reçu par la Première ministre. Vous espérez que les décisions, puisqu'il y a plusieurs saisines et puis une demande de référendum d'initiative partagée, on vient d'ailleurs d'apprendre que les décisions seront rendues par le Conseil constitutionnel le vendredi 14 avril en fin de journée, c'est le Conseil qui l'indique par communiqué. Est-ce que vous espérez que ces décisions mettront un terme à la contestation politique et sociale de la réforme, alors que certains groupes ici ont déjà dit qu'ils continueraient à réclamer le retrait de la réforme, quoi qu'il arrive, au-delà de la décision juridique du Conseil constitutionnel? D'abord, je ne vais pas critiquer ceux qui ne vont pas changer d'avis. Je vais juste rappeler tout de même que, même si ça va leur déplaire, si le Conseil constitutionnel valide tout ou partie, parce que moi je ne vais pas m'immiscer dans le choix du Conseil constitutionnel, il va souverainement statuer sur cette réforme dont il a été saisi, eh bien, je pense que le parcours juridique, puisque l'autorité suprême que représente le Conseil constitutionnel aura tranché, devrait être respecté par tous. Je dis bien par tous, puisque vous pouvez avoir aussi des décisions qui vont venir contrarier ce que nous avons voté, ce que nous avons soutenu, tout ou partie, comme je disais. Et moi, ce que j'entends et ce que j'attendrai surtout de la part des forces politiques du pays et des responsables politiques démocratiquement désignés par nos concitoyens, c'est de se soumettre à la décision du Conseil constitutionnel. Après, j'entends déjà dire certains qu'ils vont contester la décision avant même qu'elle ne soit déjà publiée et annoncée. Je trouve assez curieux cette manière de procéder. Et moi, en ce qui me concerne, ce que j'espère, ce que je souhaite, honnêtement, en tant que responsable politique, c'est que cette décision soit respectée, que l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel soit respectée, quelle que soit la décision qu'il va prendre, et qu'ensuite on puisse passer à autre chose, à un agenda nouveau, parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment sur le sujet des retraites. Il est important, le sujet des retraites, mais dans notre vie politique, dans notre vie commune, il n'y a pas que les retraites. Je crois qu'il y a d'autres sujets à examiner et assez rapidement. Certains reprochent au gouvernement de jouer un peu la montre jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous faites partie par ailleurs de ceux qui craignent une forme de radicalisation d'une partie des manifestants, ou en tout cas de personnes qui s'agrègent à la contestation de la réforme? C'est pas à la craindre, elle est là. Je la constate. Je pense que nous sommes tous ici suffisamment informés pour savoir qu'il y a une radicalisation de la contestation et des contestations dans le pays qui ne datent pas d'hier. J'ai souvenir notamment des manifestants contre la loi El Khomri. C'était en 2016. Elles avaient été assez violentes, ces manifestations. J'ai souvenir des manifestations contre le CPE. Ça remonte encore plus loin, en 2006. Contre la réforme Philippe. Il y a eu aussi, on a eu quand même un épisode qui s'appelle celui des Gilets jaunes. Je crois que le paroxysme des violences a pu être constaté à cette époque aussi. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que vous avez effectivement un phénomène de radicalisation des luttes sociales, ou du moins une utilisation des luttes sociales par certains groupuscules, parce que moi je ne veux pas remettre en cause l'organisation des manifestations par les syndicats, par les partenaires sociaux. Ils ont été en tout point exemplaires, ils ont mené le combat régulièrement, comme nous avons l'habitude de le voir, mais il y a des agrégats de groupuscules extrémistes qui aujourd'hui sèment la panique et remettent en cause le fait démocratique. J'entends bien le dire. Et remettent en cause la légalité. C'est les mêmes qui d'ailleurs, si le Conseil constitutionnel rend une décision qui ne leur convient pas, qui vont encore aller dans la rue et qui vont encore aller réclamer des choses qui ne seront pas réclamables. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on pose des choses clairement et que chacun prenne ses responsabilités. Il faut condamner la violence sous toutes ses formes. Et moi j'attends de la part notamment de LFI, puisqu'ils sont assez peu disserts sur la question, et j'ai encore pu le constater hier lorsqu'il s'agissait de rendre hommage à nos forces de l'ordre dans l'hémicycle. Ils sont les seuls à ne pas s'être levés lorsque un député a rendu hommage à nos forces de l'ordre. J'attends qu'ils prennent leurs responsabilités et condamnent les formes de violence, quelles qu'elles soient, et qu'ils se conforment à nos institutions, et notamment au fait que demain, le Conseil constitutionnel peut rendre une décision qui n'aurait pas dans le sens de la saisine qu'ils ont rédigée. Parce que sinon, si on ne va pas dans ce sens-là, c'est tout notre appareil démocratique qui est remis en cause. Et là, à ce moment-là, il faut jouer carte sur table. Et il faut dire, on veut une révolution. Je ne veux pas la révolution. Et je ne pense pas qu'une majorité des Français la veuille également. Comment est-ce que...
le temps que le micro arrive, au-delà de l'ambiance des manifestations elles-mêmes, et on parlera peut-être des questions de maintien de l'ordre tout à l'heure, comment est-ce que vous réagissez aux intimidations, aux menaces dont sont victimes un certain nombre de parlementaires, de députés en particulier favorables à la réforme? Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui les réponses juridiques à disposition sont suffisantes? Comment est-ce qu'on lutte contre ce phénomène avec des lettres ces derniers jours d'une grande violence reçue par un certain nombre de députés? Je suis écœuré par ce que je vois. Je le dis, écœuré, ulcéré. Parce qu'à chaque fois qu'un élu, quel qu'il soit dans le pays, quel que soit son bord politique, quelle que soit la responsabilité qu'il occupe, puisque la violence sur les élus, malheureusement, ce n'est pas nouveau. Les maires aussi font l'objet d'agressions, parfois physiques, de manière assez récurrente. Tout ça m'écœure, je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité. Lutter, c'est d'abord pour retrouver celles et ceux qui écrivent des courriers aussi abominables que ceux qui ont été rendus publics, et les punir à juste proportion. On n'attaque pas un élu, on n'attaque personne. Toute forme de violence doit être rejetée. Ce n'est pas une démocratie apaisée lorsque vous avez de telles violences, de tels déferlements de violence, y compris donc verbaux. Moi, je ne peux pas supporter ça. Oui, François Gervais, Raison Politique. Je voulais vous poser la question. Hier, M. Mattei du MoDem a évoqué positivement l'idée d'une médiation. Vous-même, quelques minutes après, vous avez dit que ça n'avait pas l'objet, c'était pas l'objet. Vis-à-vis de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a deux points de vue de la majorité qui se sont exprimés. Est-ce que vous n'auriez pas pu éventuellement vous contacter les uns les autres ou avoir une réponse unique? Et est-ce que vous envisagez de faire une sorte d'intergroupe de la majorité? D'abord, je vous rassure, nous voyons souvent. Nous nous voyons souvent pour préparer les semaines avec mes deux collègues, Aurore Berger et Jean-Paul Mattei. Mais je ne vais pas non plus vous apprendre aussi que nous ne sommes pas forcément toujours d'accord sur tout. Sinon, nous serions tous dans une même et unique formation de la majorité. Il s'avère qu'hier, effectivement, le président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale a émis le souhait de répondre positivement à une demande de médiation qui avait été faite par M. Berger. En toute liberté, j'ai considéré pour ma part que M. Berger pouvait rencontrer la Première ministre sans qu'une médiation ne soit indispensable à l'instant. Et la réponse, vous l'avez eue en fin de journée. M. Berger rencontrera la Première ministre et même M. Mattei s'est exprimé à la télévision pour dire qu'il regrettait que ça ne soit pas fait, mais que c'était très bien tout de même que Laurent Berger et la Première ministre se voient dans pas longtemps. Gilles Leclerc, pour prolonger un petit peu la question précédente, est-ce que au nom du groupe Horizon, il y a une petite musique un petit peu différente de ce qu'on entend par les députés Renaissance quand, par exemple, vous allez rencontrer ou vous rencontrez Elisabeth Borne, qui en ce moment conduit des consultations multiples? Est-ce qu'il y a une petite ligne avec des nuances, peut-être, de Horizon par rapport à la ligne Renaissance, sur le dossier retraite, évidemment? Il ne me semble pas que nous soyons très éloignés sur ce dossier. Nous avons nos différences, comme je vous le disais, mais je crois que nous avons été assez clairs cette semaine dans notre communication et les semaines précédentes. Et je crois que vous avez pu assister à notre congrès qui s'est déroulé samedi. Édouard Philippe a pour sa part été assez clair. La Première ministre était présente et beaucoup de membres de la majorité l'étaient également, MoDem et Renaissance. Non, sur la réforme des retraites, nous marchons ensemble. Ça tombe bien, c'était le titre de notre programme commun. Merci. Je reviens sur la rencontre la semaine prochaine. J'insiste peut-être, mais le fait est que le pire qui pourrait arriver, c'est que les syndicats claquent la porte aussi rapidement qu'ils sont arrivés, faute de pouvoir discuter du cœur de la réforme. Alors déjà, d'une part, est-ce que vous n'avez pas cette crainte-là? Et puis deuxièmement, comment on se sort
concrètement de cette crise? Quels sujets vous souhaitez voir soulevés lors de cette réunion? Quel calendrier parlementaire vous comptez voir émerger pour essayer d'apaiser la situation? Je serais pour ma part assez déçu si d'aventure ce que vous étiez en train de décrire se produit, à savoir on arrive à Matignon, on rentre quelques minutes et on s'en va en claquant la porte. Ça voudrait dire que les choses n'ont pas été préparées de manière efficace et que le dialogue n'est pas véritablement noué et qu'on ne souhaite pas véritablement nouer le dialogue. Ça, c'est le premier point. Ce serait vraiment une déception. Oui, nous allons contribuer. La semaine prochaine, je réunirai les membres de mon groupe en séminaire. Nous allons travailler. Je sais que les autres groupes de la majorité s'apprêtent à le faire. Et j'ai dit à Elisabeth Borne lundi, lorsqu'elle nous a consultés avec les présidents de commission à l'Assemblée nationale, que le groupe Horizon ferait un certain nombre de propositions en matière de calendrier parlementaire et en matière également d'objets, comme on dit. Pourquoi ? Parce que je fais partie de ceux qui considèrent que si le dossier des retraites aujourd'hui focalise beaucoup d'attention, il faut également parler d'autres sujets. Ces sujets, ce sont les suivants. Ce sont toutes les formes d'injustice qui aujourd'hui perturbent les Français. Et elles n'ont pas attrait qu'aux retraites. La difficulté pour se loger, la difficulté de l'accès aux soins, la difficulté de remplir son caddie, toutes ces difficultés aussi qui consistent aujourd'hui à s'apercevoir que la valeur du travail rapporte moins que celle parfois de l'assistanat, de l'accompagnement social. Le fait que également vous voyez qu'il y a des répartitions d'efforts qui ne sont pas équitables dans le pays. Vous avez parfois des sommes astronomiques qu'on peut lire d'ici ou là par rapport à des rémunérations qui aujourd'hui choquent un certain nombre de nos compatriotes. Et tout ça s'accumule et je pense sincèrement que cette accumulation elle est aussi particulièrement importante dans la mobilisation qu'on peut voir aujourd'hui contre la réforme des retraites, qui est en réalité une forme de détonateur, mais qui est, je pense, expliquée par d'autres phénomènes. Et je pense que nous devons avoir un calendrier qui corresponde à des réponses à ces sujets. Anita Hausser, Atlantico, je voulais vous demander si aujourd'hui c'était à refaire. Est-ce que vous pensez que la méthode du gouvernement a été la bonne dans cette affaire de retraite? Et deuxièmement, est-ce que, en règle générale, vous êtes assez entendu? La question si c'était à refaire, elle est terrible. Pourquoi ? Parce que sur ce sujet comme sur d'autres, lorsqu'on est un être humain normalement constitué et qu'on fait le chemin en arrière, c'est plus facile. C'est plus facile parce que on est tous passés par des moments où on s'est dit j'aurais fait différemment si j'avais su. Donc c'est une réponse. Moi je suis assez humble par nature. Et les réformes des retraites c'est difficile tout de même dans notre pays. On s'aperçoit que dès que cet objet est posé sur la table, quel que soit d'ailleurs ce qu'on touche dans notre système, il provoque de grandes mobilisations, il provoque de grands désordres parfois, il provoque des blocages politiques. Ça ne date pas d'hier. J'ai pour ma part 42 ans, j'ai connu quelques réformes des retraites depuis que je m'intéresse à la vie publique. Elles ne se sont jamais passées très tranquillement. Donc ça, c'est un premier point et c'est difficile d'éviter les choses-trappes et les difficultés sur une réforme des retraites dans notre pays. Et je vais vous faire d'ailleurs une révélation, je pense qu'on va en reparler des retraites à un moment ou à un autre dans le débat politique français, ça provoquera les mêmes choses, quelle que soit la réforme qui sera proposée. Et sur le fait que nous soyons entendus ou pas. Vous savez, la vie est un combat et la vie politique, c'est la vie. Donc il faut se faire entendre. Nous sommes une organisation politique qui est neuve, jeune. Nous avons été fondés en octobre 2021 au Havre. Mais quand je vois ce que nous avons accompli depuis cette date, je m'aperçois que nous pesons. Nous avons un leader qui s'est exprimé de manière très clairement lors de son congrès, qui a su d'ailleurs fédérer les membres de la majorité à un moment où je crois elle en avait besoin. Nous sommes en train de nous doter de notre doctrine sur tel ou tel sujet, parce que nous travaillons également sur le terrain des idées. Nous nous organisons territorialement, nous maillons le territoire français, nous avons des militants, et puis nous avons un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, nous avons un président de groupe, notre ami Claude Malhuret, au Sénat, nous avons 2 ministres, et nous avons l'intention de continuer à travailler et à nous faire entendre par vous, par les Français, et également dans la majorité à laquelle nous appartenons. Comment est-ce que vous définiriez justement aujourd'hui votre,
les relations, le fonctionnement de la majorité. On a vu ces derniers temps quelques tiraillements sur l'une de vos propositions de loi portée par Naïma Moutchou pour lutter contre la récidive, à laquelle a répondu une certaine crispation, pas seulement au sein de la majorité, hein, mais lors de la proposition de loi d'Aurore Berger sur les peines d'inéligibilité automatique dans un certain nombre de cas de violence. Comment est-ce que vous évaluez aujourd'hui le fonctionnement de la majorité? Est-ce qu'il est satisfaisant? Est-ce qu'il est compliqué? Est-ce que vous pouvez mieux faire? On peut toujours mieux faire. Et il faut mieux faire. Il faut mieux faire pour une bonne et simple raison, c'est parce que je souhaite qu'à l'avenir, les niches parlementaires des groupes de la majorité se déroulent mieux que la journée de la majorité, celle de la majorité d'Horizon, le 2 mars dernier, comme vous le rappeliez. Nous ne sommes pas d'accord sur ce que nous avons proposé. C'est aussi simple que ça. Ça a été exprimé de manière assez claire par le garde des Sceaux, ça a été exprimé de manière très claire par le président de la commission des lois, ça a été exprimé par les députés, notamment du groupe Renaissance et même du Bodem, hein, qui ont été défavorables à la proposition de mon ami Naïma. Mais je le dis encore, nous avons la conviction que l'autorité dans ce pays, ce n'est pas un vain mot. Et que lorsqu'on s'en prend à des dépositaires de l'autorité publique ou du service public, ce que nous proposions de manière répétée, parce qu'on parlait de récidive, il faut que les peines soient lourdes. Je maintiens cette position. Je considère que beaucoup de Français se reconnaissent dans ce que nous avons proposé et nous n'avons pas été d'accord. Je l'ai déploré. J'ai déploré également la manière dont les choses se sont passées. Et ce que j'appelle de mes voeux, c'est que nous travaillons de manière beaucoup plus concertée à l'avenir. Tant au niveau de la préparation des niches parlementaires, je vous donne un exemple simple, ça ne concerne pas la majorité. Moi, j'ai demandé à mes députés de retirer les amendements de suppression sur les niches parlementaires. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a décidé d'un commun accord dans cette maison de ne plus avoir de motion de rejet préalable sur les niches parlementaires, pour laisser la libre expression des groupes. Je trouve que c'est bon. Et je trouve que le débat démocratique en a besoin. Donc si demain, par le truchement d'un amendement de suppression de tel ou tel article, vous faites tomber tout ou partie d'une loi et le cœur d'un texte déposé par un parlementaire, je crois que ça nuit au débat. Après, on peut voter contre, mais on peut l'amender, on peut essayer de co-construire. Mais je crois que les amendements de suppression sur les niches parlementaires ne sont pas bonnes. Et d'ailleurs, ce qui avait provoqué notre mécontentement, c'était le fait qu'en commission des lois, des amendements de suppression avaient été déposés et que des membres de la majorité aient voté ces amendements de suppression. Avouez que ce n'était pas forcément un acte de franche camaraderie. Et Naïma Moutchou, à juste titre, en avait été un peu affecté et le président de son groupe l'a été tout autant. Donc il faut travailler autrement, il faut apprendre à vivre aussi avec nos différences. Nous ne pensons pas tous la même chose. Et puis, comme avait dit quelqu'un de très célèbre dans la majorité présidentielle, si nous pensons tous la même chose, nous ne penserons plus rien. Dixit François Bayrou. Je connais les grands auteurs. Bonjour, Anne-Pascale Reboul de l'AFP. Pour l'avenir de la législature, je ne sais pas ce que vous allez dire à Madame Borne la semaine prochaine, mais est-ce que vous pensez que trouver des majorités texte par texte, à droite, à gauche, plutôt à droite, ça peut continuer comme ça? J'ai été filmé, j'ai eu mon quart d'heure de célébrité de 20h il y a quelques jours. Je quittais l'Élysée et on m'a demandé si on pouvait élargir la majorité. J'ai dit c'est difficile. Avec le sourire, parce que je pense qu'il faut quand même garder le sourire dans la vie. C'est difficile d'élargir la majorité. Je crois que tout le monde le sait. On voit les réponses qui sont apportées par les formations politiques qui seraient susceptibles de venir l'élargir en passant un contrat de gouvernement. Je maintiens, parce que je l'ai dit, parce qu'Édouard Philippe l'a dit également, que la situation exigerait normalement qu'une coalition claire sur un contrat de mandature, sur des objectifs partagés, où chacun fait des concessions, chacun fait des pas vers l'autre, aurait été et est la meilleure des solutions. Passé le moment où on regrette que notamment les Républicains ne souhaitent pas marcher dans cette direction, prennent cette décision, eh bien, il va falloir bien avancer et faire du texte par texte. Et je remarque que sur certains sujets, ça peut fonctionner. Vous avez eu la loi sur les Jeux Olympiques et Paralympiques qui est passée hier avec plus de 400 voix pour. Vous avez eu le texte sur le nucléaire qui est passé à peu près avec les mêmes résultats. Vous avez eu des textes dans la semaine de l'Assemblée qui sont passés à l'unanimité.
Et je m'aperçois que depuis le début de la mandature, hors texte financier, et la loi sur la réforme des retraites était, je vous le rappelle, un texte financier, nous sommes parvenus à dégager des majorités. Donc, faute de mieux, on sera encore contraint à travailler en concertation avec les différents groupes politiques, texte par texte, et définir des lois ensemble pour pouvoir les faire passer. Est-ce qu'au-delà du texte par texte, vous espérez, vous appelez de vos voeux peut-être une clarification chez les Républicains, compte tenu du fait qu'un certain nombre de députés ici étaient réticents, voire opposés à la réforme. 19 d'entre eux ont voté la motion de censure du groupe Pliot. Est-ce que vous espérez une clarification? Est-ce que vous considérez qu'elle n'arrivera pas parce que les choses sont plus compliquées que ça et qu'on a bien entendu que y compris les députés qui ont voté la motion, c'est-à-dire presque un tiers du groupe, ne seraient pas sanctionnés? Je ne vais pas m'immiscer dans la vie interne d'un parti que je connais bien, que j'ai fréquenté pendant une longue partie de ma vie. Je sais, comme vous l'avez dit, les divisions sur certains sujets qui traversent cette formation politique, mais je n'ai pas à m'immiscer sur les choix qui seront faits. On parle d'exclusion de temps en temps, j'entends des bruits qui sortent des bureaux politiques avec des confrontations très fortes, que j'ai connues dans le passé, c'est pas nouveau. Mais à l'époque, comme certains l'ont répondu, il y avait 300 députés ou 200 députés. C'était une formation politique qui faisait élire ses candidats à la présidence de la République, qui avait l'essentiel des grandes villes, ou partie importante des grandes villes. C'était le premier parti politique de France, en nombre de militants et par rapport aux élus. C'est plus aujourd'hui le cas, mais j'ai pas à m'immiscer à titre personnel dans ce qu'ils doivent faire, dans ce qu'ils devraient faire. Moi, je pense que chez les Républicains, en revanche, il y a beaucoup d'élus, notamment dans cette Assemblée, qui pourraient, je dis bien pourraient, et ils le font d'ailleurs, se retrouver dans un contrat de mandature avec la majorité présidentielle. Julien? Oui, je reviens sur les négociations de texte par texte. En fait, j'essaye d'entrevoir le changement de pied depuis les législatives. Parce qu'en vérité, à l'été, Elisabeth Borne avait déjà prôné cette méthode. Et donc, je me demande encore, en fait, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil. Alors ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, alors le petit changement de pied peut-être à observer, c'est qu'Elisabeth Borne a parlé de l'utilisation du 49.3 et du fait qu'elle pourrait le réserver vraiment au texte budgétaire et à rien d'autre. Alors on sent bien que ça fait tanguer un petit peu au sein de la majorité cette question, mais au regard de la difficulté d'utiliser ce 49.3 sans faire émerger une contestation populaire sur le cheminement démocratique des lois, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une clarification sur son usage, voire même, comme certains députés le proposent, à le supprimer? Moi, je pense que, d'abord, il va y avoir des concertations, et dans les concertations qui sont en train de se dérouler, qui vont se dérouler, le mode préparatoire des textes de loi doit peut-être être modifié. Je m'explique. Peut-être faut-il davantage faire confiance aux parlementaires pour travailler ensemble, pour créer des consensus sur certains textes. Ça peut fonctionner, je le rappelle encore, il y a des preuves, je suis capable de l'administrer, puisque j'ai moi-même rapporté une proposition de loi lors de Maniche qui a été quasi adoptée à l'unanimité, parce qu'en commission, j'avais travaillé avec tous les groupes présents dans l'Assemblée, que dans l'hémicycle, j'ai discuté avec tous les groupes présents dans l'Assemblée pour essayer d'avoir un texte issu d'une discussion la plus large possible. Et je fais partie de ceux qui pensent que c'est possible sur d'autres textes. Et il y en a eu la preuve depuis le début du mandat. C'est sûr, ça remet tout en question tous les jours. Bon, la vie, c'est une remise en question permanente, c'est la vie politique dans cette configuration est une remise en question permanente, et vu la configuration qui est la nôtre, ça va le rester. En revanche, pour ceux qui prônent la suppression de l'article 49.3 de notre Constitution, je vais vous répondre très clairement. Moi, je considère que cette Constitution de 1958, c'est un objet de stabilité pour le pays, et je ne suis pas favorable à la suppression de l'article 49.3. Stanislas. Stanislas Noyer, de l'Expansion. Pour ce travail de collaboration avec l'ensemble des groupes, vous êtes partisan d'un travail, y compris avec le Rassemblement national. Je crois que cette semaine, il y a eu un amendement voté qui a été une première, puisque c'était un amendement transpartisan
présenté par un député du RN. Est-ce que vous êtes favorable à ce type d'extension de la collaboration entre les différents groupes ? J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet au début de la mandature. Et ce que j'avais dit à l'époque avait surpris dans le landerneau, mais pas forcément dans le terrain, sur le terrain et auprès des Français. Comment vous dire, est-ce qu'on va continuer à jouer la comédie ? Est-ce que si demain vous avez un député RN qui va venir dire « Regardez, aujourd'hui il fait beau, le ciel est bleu », alors que le ciel est bleu qui fait beau, et on va dire « Non, il fait nuit et il fait mauvais ». Parce que c'est un député ou une députée du RN qui le dit. Vous croyez vraiment que les Français comprennent ça ? Moi, je suis un peu déstabilisé demain d'aller expliquer à quelqu'un de normal cette démonstration. Et c'est valable également pour le LFI, qui, je vous le rappelle, aussi a une attitude politique parfois qui peut être assez extrémiste. Eh bien, si vous avez un député ou une députée LFI qui va venir dire quelque chose de sensé, proposer un amendement qui va améliorer un texte, moi je considère qu'il faut regarder ça de manière sensée. Et donc voter pour si on est d'accord, voter contre si on est d'accord et avoir un argumentaire. En revanche, parce que je sais très bien que les raccourcis sont vite faits, sur l'essentiel, je suis opposé au Rassemblement national. Le projet que porte le Rassemblement national n'est pas le mien et il n'a pas vocation à le devenir. En revanche, sur des amendements, je pense que nous sommes en capacité, si on lève un petit peu le degré de maturité politique du pays, si on veut être en conformité avec ce que beaucoup de Français nous disent, d'arrêter les marchés de dupes, d'arrêter ce jeu qui, à mon avis, n'est pas productif. Au-delà de la question du 49.3 que vous évoquiez à l'instant, il y a une réforme des institutions qui est en réflexion, en préparation. Est-ce qu'il vous semble qu'effectivement il y a une nécessité aujourd'hui de réformer les institutions, ou est-ce que vous estimez comme d'autres que, et vous le disiez tout à l'heure, la Ve République finalement depuis 1958 représente une forme d'équilibre. Est-ce que vous estimez qu'il faut peut-être améliorer un certain nombre de choses dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale sans forcément passer par un aspect constitutionnel ? Est-ce que c'est un chantier qui vous semble prioritaire aujourd'hui ? On peut toujours améliorer les choses et peut-être, je dis bien peut-être, que notre édifice constitutionnel de ci, de là peut avoir des modifications et des améliorations. Je prends un exemple simple qui m'est un peu cher, c'est la Corse. Vous savez très bien qu'elle fait partie de cette réflexion et il faudra probablement modifier la Constitution pour pouvoir avoir l'accord avec la population, avec les élus du territoire dont je suis issu, et progresser sur une meilleure décentralisation, une meilleure efficacité de la collectivité de Corse, par exemple. Sur l'Assemblée nationale, vous avez des articles de la Constitution, on parlait du 49.3 tout à l'heure, qui font l'objet parfois de questionnements. Mais moi, ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec la suppression du 49.3 qu'il ne faut pas l'évoquer. Je m'explique. Demain, il est totalement recevable qu'une députée, qu'un groupe de députés propose une modification de la Constitution visant à supprimer l'article 49.3. Je vous dis ce que je dirais moi. Et j'expliquerai pourquoi je le dirais. Je pense que je ne serai pas seul à le faire. Et à ce moment-là, il y aura le seul juge de paix qui compte, c'est le vote. Et si d'aventure les 3/5 de la représentation nationale, l'Assemblée plus Sénat, décide de supprimer l'article 49.3, eh bien j'en ferai mon deuil, comme on dit. Mais c'est une possibilité. D'autres possibilités, certains voudraient repasser à un septennat. Je n'y suis pas favorable pour ma part. Certains voudraient supprimer le Premier ministre. Je n'y suis pas favorable. Mais on peut en débattre. Tout est entendable. Le débat doit exister, et y compris sur la Constitution. Les questions méritent d'être posées. Et chacun prendra les positions qu'il souhaite prendre. La fameuse réforme constitutionnelle était programmée dès le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Elle n'a pas eu lieu. Là, on en a reparlé, mais on ne la voit pas trop poindre. Est-ce que vous pensez qu'un jour elle arrivera, ou bien que finalement c'est quand même un sujet annexe par rapport aux autres défis qui se posent au pays ? Quand on parle de la Constitution, on ne peut pas dire que c'est annexe. Parce que c'est justement ce qui fixe le cadre et c'est ce qui est le plus important dans notre édifice législatif et républicain. Je ne sais pas si elle viendra.
Vous avez cité l'exemple de 2018 avec l'abandon de la réforme constitutionnelle que le président de la République avait souhaité. Et je peux vous citer aussi celui de François Hollande qui avait essayé de la réformer, la Constitution, notamment suite aux attentats de 2015, et qui avait dû reculer. Et on voit bien qu'il est très difficile, même quand vous avez une large majorité à l'Assemblée nationale, de la modifier. Je prends l'exemple de la dernière modification, celle de Nicolas Sarkozy en 2008, qui d'ailleurs avait limité l'usage du 49.3 au passage, qui n'est passé que de peu, et il avait fallu aller convaincre des députés socialistes à l'époque, dont certains très connus, pour faire passer cette réforme constitutionnelle au 3/5e. Donc c'est une règle contraignante, les 3/5e, parce que la Constitution, on ne peut pas la modifier matin, midi et soir. Je ne sais pas si nous serons en capacité de dégager les consensus et les accords pour pouvoir le faire. Mais moi, je ne pense pas que ce soit un débat accessoire, annexe. C'est un débat important qui interroge les Français sur leur rapport avec les ordres constitués. Et si nous devons l'avoir, nous y participerons avec bonheur, parce que, par ailleurs, moi, je suis assez intéressé par ces questions, parce qu'elles nous concernent. La semaine dernière, le président a expliqué qu'il fallait peut-être moins légiférer, notamment quand il y a un certain nombre de choses qui sont possibles par voie réglementaire. Certains y ont vu une volonté de contourner le Parlement. Est-ce que pour vous, il faut peut-être un peu moins, mais mieux légiférer ou pas? Moi, je me suis déjà exprimé sur la question. Je crois que parfois, nous légiférons trop. Donc, je suis en accord avec le président de la République. Peut-être qu'il faudrait limiter tout cela. Mais encore une fois, vous avez vu, il y a un principe de constitution. C'est que le parlementaire, il est libre dans ses amendements, il est libre dans son expression et il est libre également dans sa production législative. On ne peut pas du jour au lendemain stopper tout cela. Bon, après, vous avez des semaines de l'Assemblée, nous y sommes, qui peuvent être parfois moins lourdes, c'est une possibilité. Vous avez des niches parlementaires qui peuvent être également modifiées, ou peut-être moins de textes peuvent être examinés. Mais là, après, il va falloir expliquer aux députés qui ne pourront pas défendre leurs textes. Et vous savez, un député, ça aime défendre ses textes. Et ensuite, il y a, et c'est le plus important, puisque l'initiative gouvernementale est la plus importante, il y a l'initiative gouvernementale. Est-ce qu'aujourd'hui, une loi d'initiative gouvernementale est nécessaire à tout bout de champ? On a démontré, il est démontrable, juridiquement parlant, que ce n'est pas le cas. Que le domaine du règlement peut être de nature à faire les choses sans pour autant passer par la législation. Donc moi, j'y suis favorable et je crois que dans la nouvelle méthode que nous allons essayer d'élaborer, il me paraît intéressant, non pas parce que la situation politique est difficile, parce que ça valait aussi, selon moi, lorsqu'il y avait des majorités claires à l'Assemblée nationale, sous la précédente mandature, sous les mandatures d'avant, qu'il s'agisse de la droite, de la gauche ou de l'actuelle majorité. Nous légiférons beaucoup trop en France. Il y a une production législative qui est faramineuse. Quand on se compare à certains pays, on voit bien que nous faisons beaucoup de lois. Et je pense qu'on peut réguler la production législative sans pour autant ôter aux parlementaires leur droit de travailler sur la loi. Nicolas Prissette pour fondamental.fr. La Convention citoyenne sur la fin de vie est en train d'achever ses travaux. Et vous avez une ministre Horizon qui s'occupe de ce dossier. Elle n'est pas la seule, mais en tout cas, elle est parmi les personnalités du gouvernement qui sont le plus sur le sujet. Est-ce que vous considérez que ce sujet doit être maintenu dans l'agenda législatif, sachant qu'il n'y avait pas de date encore, mais ça faisait partie du programme, d'une part, et d'autre part, quelle est la position? Est-ce que votre groupe a une position sur l'aide active à mourir? Merci. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les Français. Et comme des travaux se sont déroulés au préalable, je pense qu'il serait peut-être mal compris que nous n'allons pas au bout. Sur les positionnements, je ne fais pas un pari, je ne me permettrai pas parce que le sujet est assez grave, mais je pense qu'aucun groupe, il sera très difficile de trouver des unanimités sur ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est particulièrement intime. Vous parliez d'Agnès Firmin-Baudot, elle explique très bien ce qui l'a fait changer dans sa vie par rapport à son regard sur la fin de vie et ce qu'on pourrait apporter. Et moi-même, je ne sais pas encore quel sera mon positionnement parce que c'est un positionnement qu'on définit en rentrant dans les détails d'un texte, par l'échange et par un dialogue qu'on a souvent avec soi-même.
Donc il n'y aura pas de consigne de vote, en tout cas, du président du groupe Horizon, ni même, je le pense, d'Édouard Philippe, à ses députés, à nos députés sur la question. Je crois que chacun votera selon sa conscience. Puisque Nicolas évoque le travail de contrôle du Parlement, vous êtes rapporteur d'une commission d'enquête sur les dysfonctionnements qui ont conduit à la mort d'Ivan Colonna à la prison d'Arles. Vous avez tenu une conférence de presse récemment avec Jean-Félix Acquaviva, le député Lyotte, qui en est le président. Où en êtes-vous de vos travaux? Est-ce que vous commencez à voir un peu plus clair dans l'enchaînement des faits, ce qui a pu se passer avant, pendant, après? Et quand est-ce que vous rendrez vos conclusions? Est-ce que vous avez déjà une date, ou en tout cas la fin des travaux de la commission? Nous arrivons à la fin de nos auditions. Nous aurons 3 auditions cet après-midi. La semaine prochaine, je crois qu'il y en a encore. Et normalement, ensuite, nous allons passer en phase de rédaction du rapport. Il y a eu de graves dysfonctionnements dans cette maison centrale. Graves. Il y a eu également une inspection générale de la justice qui a démontré ces dysfonctionnements. Il y a eu des auditions qui sont déroulées à la suite de l'agression dont M. Colonna a été victime, où la directrice de cette maison centrale a menti. Elle n'était pas sous serment, mais elle a menti à la représentation nationale. Peut-être pour couvrir les différents dysfonctionnements dont elle était tout ou partie responsable. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème avec l'organisation de notre monde carcéral. C'est connu, c'est su. Il y a eu des rapports parlementaires, il y a des gens qui travaillent tous les jours sur ce sujet et qui expliquent que notre système peut être amélioré. On parle d'un service public. J'ai souvent coutume de le dire, la pénitentiaire, c'est un service public. Et nous devons d'améliorer ce service public. Moi, je ne suis pas juge d'instruction dans le cadre de cette enquête. Je ne suis pas là pour déterminer pourquoi M. Franck Elongabé a porté ces coups qui ont ôté la vie de M. Colonna. Ça, c'est à une juge d'instruction de faire ce travail, d'aller rechercher les causalités. En revanche, ce que je sais, c'est que la mort de M. Colonna, tout comme la mort de tous ceux qui sont tués en prison, peut être évitée et doit être évitée. Ce que je sais, c'est que notre monde carcéral doit fonctionner autrement. Ce que je sais également, c'est que, je vais entrer un peu dans le jargon de cette commission, ce qu'on appelle les détenus particulièrement signalés et donc surveillés, les DPS, doivent peut-être aujourd'hui appartenir à une autre catégorie, ou du moins on doit aboutir à terme à une judiciarisation de ce statut, parce que vous le savez, ce statut aujourd'hui, il est maintenu par décision administrative, donc gouvernementale, donc politique, et que cela pose un problème. Et je pense qu'il faut à un moment judiciariser le fait de placer un homme ou une femme sur le statut de détenu particulièrement signalé dans nos maisons d'arrêt, nos maisons centrales. Je dis ça parce que c'est ce que cette commission m'a appris. Et ce que je vous dis, et ça c'est la conviction que j'ai, c'est que malheureusement, le cas de M. Colonna n'est pas un cas isolé dans les prisons françaises. Il y a des centaines d'agressions qui s'y déroulent. Cela a fait parler d'elle, parce que Ivan Colonna était un détenu, certes particulièrement signalé, mais particulièrement médiatisé également. Ça a suscité beaucoup d'émoi chez moi, beaucoup d'émoi, y compris même ceux qui ne partageaient pas les valeurs politiques de M. Colonna, y compris même celles et ceux qui avaient manifesté après le 6 février 1998, suite à l'assassinat lâche de Claude Érignac, qui a beaucoup marqué la Corse, parce qu'il y a un sentiment d'injustice qui est sorti de ce sujet. Et ensuite, il y a eu des explications qui étaient un peu malencontreuses. Donc on va rendre un rapport, je vais prendre le temps de rédiger les choses calmement. Ce que je pense, c'est qu'il y a eu des dysfonctionnements et que ça a coûté cher parce que ça a coûté la vie d'un homme. Sur le travail de contrôle encore, après les récentes manifestations contre la réforme des retraites, après les affrontements de Sainte-Soline la semaine dernière, enfin le week-end dernier, la commission des lois de l'Assemblée a décidé d'auditionner Gérald Darmanin la semaine prochaine, mercredi prochain. Qu'est-ce que vous attendez de cette audition? La question du maintien de l'ordre a été au centre des questions au gouvernement hier, avec plusieurs questions et réponses sur le sujet. D'abord, moi je me réjouis toujours que le Parlement fasse jouer son rôle de contrôle. C'est très important. On oublie souvent que nous ne sommes pas là que pour légiférer et pour amender la loi, on est là également pour contrôler l'action du gouvernement. Donc toute audition d'un ministre sur tel ou tel sujet paraît dans le sens des compétences, des attributions de l'Assemblée nationale. Et il faut y être attaché. Peut-être d'ailleurs, dans le cadre d'une réforme de nos institutions,
ou du moins des moyens donnés aux parlementaires, s'inspirer de ce que certaines démocraties font en matière de contrôle. Lorsque je vois les moyens dont disposent les députés et sénateurs américains en matière de contrôle du gouvernement, je me dis qu'il y a peut-être un certain nombre de choses à aller chercher dans ce fonctionnement, qui est certes très anglo-saxon, mais qui ne recèle pas que de mauvaises choses. Sur l'affaire qui fait convoquer monsieur le ministre de l'Intérieur pour être auditionné, moi je vais vous dire les choses très clairement. Le maintien de l'ordre, c'est pas une chose facile. Le maintien de l'ordre, on l'a vu avec ce qui s'est passé ce week-end, ça peut être parfois particulièrement difficile. Je veux rendre hommage à celles et ceux qui l'assurent dans le pays, parce que je sais que leur tâche, elle est ardue et risquée. Je veux rendre également hommage au travail effectué par Gérald Darmanin, qui est très difficile. Je veux dire aussi que si d'aventure des manquements sont constatés, soit par l'objet d'une audition d'un ministre, je ne pense pas que cela sera le cas, soit de même par l'objet d'une enquête, puisque vous avez des enquêtes qui sont parfois diligentées pour déterminer si les forces de l'ordre exercent de manière déontologique leurs fonctions, eh bien, les faits, s'ils sont délictueux, doivent être punis. Mais je pense qu'il ne faut pas détourner le débat. Aujourd'hui, vous avez des élus qui participent à des manifestations qui sont illégales parce que non autorisées. Vous avez des gens qui vont participer armés, avec des armes artisanales, qui peuvent être létales, à des manifestations illégales, qui veulent donc faire du mal à des dépositaires de l'autorité publique. Et il ne faut pas détourner le débat aujourd'hui. On ne peut pas, on n'a pas le droit, quand on est démocrate, de détourner le débat en disant oui, il y a des violences policières. Parce que c'est ce que j'entends notamment du côté de la France insoumise. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est que quand une manifestation n'est pas autorisée, elle ne doit pas avoir lieu. Le débat, c'est on ne peut pas s'affronter avec les forces de l'ordre de manière impunie. Le débat, ce n'est pas la lutte finale et la volonté de tout conflictualiser qui est exprimée par certains des députés présents dans cet hémicycle et la volonté de servir un peu d'argument à celles et ceux qui aujourd'hui sont responsables de graves violences, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et je pense qu'il n'y a pas de société démocratique sans ordre dans ce pays comme ailleurs. Julien. Oui, je voulais rebondir sur la question corse. Il y a un livre de Benjamin Morel qui est paru il y a quelques semaines qui s'appelle « Régionalisme, l'autre séparatisme ». Alors il en veut pour preuve, par exemple, la façon dont on a mis en Corse les drapeaux en berne pour la mort d'Ivan Colonna, et aussi il observe une escalade, une surenchère dans les demandes d'autonomie, voire d'indépendance en Corse. Est-ce que, face à ce phénomène, est-ce que vous êtes en accord avec le diagnostic d'une certaine manière, et également, est-ce que vous ne craignez pas que finalement, avec les demandes d'autonomie supplémentaires, vous soyez même débordé par une frange qui réclame l'indépendance? C'est un débat qui aurait pu faire l'objet de l'ensemble de notre rencontre aujourd'hui. Je le connais bien, vous l'imaginez bien. Moi, je ne vois pas d'avenir pour la Corse en dehors de la République française. Ça, c'est la première chose. Je l'ai dit, toujours dit. Est-ce que cet avenir passe par un statu quo? Probablement pas, il y a des choses à améliorer. Est-ce que le mot autonomie est un affreux gros mot, puisque j'entends parfois des élus du Rassemblement national notamment dire que c'est scandaleux d'envisager l'autonomie. Je suis un peu plus nuancé sur la question. Il faut regarder les choses de manière nuancée, mesurée, posée. Regarder ce qui fonctionne ailleurs, tout près de nous, en Italie, en Espagne, notamment sur des régions insulaires. Et essayer de se faire une religion, une idée de ce que la France peut faire. Nous ne sommes pas un département, un territoire d'outre-mer. Nous sommes très proches du continent, comme on dit chez moi, et nous sommes déjà dotés d'un statut particulier. Peut-on l'améliorer? Oui. Doit-on assumer nos responsabilités? Oui, parce que ce que je remarque, c'est que depuis 1982, beaucoup de compétences ont été données à mon territoire et qu'elles ne sont pas forcément très bien exercées. Mais là, on rentre dans un débat local et régional. Et ensuite, oui, les séparatismes. Il en existe dans le pays, et pas qu'en Corse. Alors en Corse, oui, il y a des gens qui veulent rompre avec la République. Mais ça existe ici aussi. Je rappelle que vous avez des phénomènes communautaristes qu'il ne faut pas perdre de vue dans le pays. Et il y a des femmes et des hommes qui sont sur notre territoire aujourd'hui qui veulent mettre à mal la République. Pour des idées religieuses, pour des idées politiques. Ça arrive. Et il y a eu suffisamment de littérature et de démonstrations sur la question. Donc oui, il y a un délitement, ou du moins une volonté d'affaiblir la République, d'affaiblir notre pacte multiséculaire,
français qui a différents acteurs. Et c'est un combat que de mener cette unité, de la consolider et de la soutenir. Mais ça peut aussi passer par des réformes et des changements par rapport à l'histoire de notre pays, qui est, je vous le rappelle, très centralisatrice tout de même. Dernière question. Oui, excusez-moi, je voudrais revenir juste un petit instant sur la dénonciation des violences policières, notamment après ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez du rôle des chaînes d'information permanentes, des chaînes d'infos permanente, en particulier à ce niveau-là. On a eu énormément d'images pendant le week-end qui étaient affolantes, et j'ai même entendu une journaliste d'une chaîne de télévision dire qu'eux pourraient enquêter éventuellement pour savoir si réellement on avait empêché certaines ambulances de venir pour soigner de toute urgence des blessés graves. Je voulais savoir quel est votre sentiment là-dessus. Est-ce que ces chaînes d'infos participent un peu de la débâcle démocratique du moment ou pas ? Est-ce que je vais remettre en cause la liberté de la presse devant vous aujourd'hui ? Est-ce que je vais me permettre ça ? Bien sûr que non. Après, il faut admettre que tout ça a changé la donne. Quand je dis tout ça, je vous parle des chaînes d'infos en continu qui commencent maintenant à être assez inscrites dans un paysage quotidien fort, les réseaux sociaux, les nouveaux moyens de communication, et que les Françaises et les Français s'informent par cela. Et parfois, il y a une forme de rabâchage avec des images qui repassent de manière permanentes, qui sont de nature à heurter les Français, ou du moins à forger une opinion, alors que ce n'est qu'un point de vue. Et sur les images, moi ce que je souhaite, c'est que la parole soit librement répartie, c'est-à-dire que vous avez des forces de l'ordre qui s'expriment également sur ces chaînes, elles expliquent comment se passent les choses. Les journalistes sont aussi là pour enquêter, pour investiguer, donc s'ils souhaitent démontrer que des violences ont été exercées de manière illégale, eh bien qu'ils le fassent. La liberté de la presse, elle est tout de même fondamentale dans notre démocratie. Et si d'aventure c'est démontré, eh bien, il doit y avoir les enquêtes qui suivront et les sanctions qui iront avec. Mais je le rappelle encore, on ne peut pas changer comme ça de pied et faire passer des vessies pour les lanternes, si je puis m'exprimer ainsi. Le fait générateur de ce qui s'est passé à Sainte-Soline ce week-end, c'est la manifestation illégale, avec des gens armés qui sont venus ici, à Sainte-Soline, pour s'affronter aux forces de l'ordre. Ce n'est pas les forces de l'ordre qui ont décidé de provoquer ce qui s'est passé là-bas. Et j'ai été, pour ma part, puisque vous parlez des images de chaînes en continu, très choqué par l'image de ce camion, pris d'assaut et renversé par les manifestants. On parle d'argent public, on parle de biens publics, on parle de quelque chose qui est là pour défendre les citoyens, pour pouvoir nous aider, et on le renverse et on le détruit. Et on brûle des camions de CRS pompiers. Même les pompiers ont été agressés. Est-ce que c'est une image d'une société apaisée et raisonnable ? Je ne le pense pas. Et je crois qu'il faut pour cela soutenir celles et ceux qui servent le pays au quotidien. Et les gendarmes, les policiers, les pompiers en font partie. On va essayer de vous retenir pas trop longtemps parce que vous avez un rendez-vous ensuite. Mais Anita, pour une question pas trop longue si possible. Ça peut appeler une réponse très brève. Je voudrais vous demander si vous pensez que cette législature ira à son terme. Je ne sais pas. Réponse très brève, en effet. J'ajoute une toute dernière question alors. Si vous le permettez, vous avez présenté récemment une proposition de loi sur la majorité numérique et la lutte contre la haine en ligne qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez des précisions sur la suite de son parcours législatif au Sénat ? Est-ce que vous espérez une adoption définitive d'ici à la fin de la session par le Parlement ? Est-ce que ça vous semble possible ? Et surtout, est-ce que les pouvoirs publics aujourd'hui ont la capacité de légiférer pour réguler les réseaux sociaux ? On voit bien que c'est très compliqué. D'abord, c'est pas pour faire un jeu de mots, puisque la question que m'a posée Madame Auxerre, si la législature va à son terme, oui, je pense qu'elle peut être adoptée. Je suis en train effectivement de voir le plus rapidement possible pour que cette loi soit inscrite à l'ordre du jour du Sénat par un truchement que nous sommes en train d'essayer de définir, soit par un groupe, soit par l'initiative gouvernementale, parce que nous avons également demandé à ce que le gouvernement nous aide dans le cadre de cette loi qui a été très largement votée, avec le soutien plein et entier de Jean-Noël Barrot, que je tiens à saluer. Sur le principe même de la loi, moi c'est la protection de nos plus jeunes que j'ai voulu inscrire dans ce texte législatif, parce que les réseaux sociaux sont une porte ouverte sur le monde, c'est un progrès, mais ça peut parfois également être une source d'enfermement et une source de méfaits, notamment pour les plus jeunes d'entre nous. L'exemple ne manque pas, et vous avez aussi eu ces derniers temps une sorte de libération de la parole autour du rôle parfois nocif que la surexposition sur les réseaux sociaux peut entraîner. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'on peut réguler. Parce que si demain on se dit on ne peut rien faire parce que ça va trop vite,
parce que la machine est plus forte que nous, législateurs, que nous, pouvoirs publics, il faut changer de job, je pense. Et à un moment, il faut être en capacité de pouvoir dire, il y a des limites, c'est justement le législateur qui doit les fixer, avec l'accord du gouvernement. Ces limites, si elles sont franchies, elles doivent être sanctionnées, les comportements doivent être sanctionnés, et justement, les pouvoirs publics, le gouvernement, la puissance publique, doit faire en sorte que ces limites soient respectées. Merci Laurent Marcangeli, merci à tous. Merci à vous. Bon après-midi et à la semaine prochaine.